Bienvenue à ce webinaire organisé sur la question de la protection face au risque d'avalanche en secteur habité. Nous sommes accueillis ici dans la mairie de Chamonix, dans ce superbe salon du congrès du Palais des Congrès, le Majestic. Et la mairie nous y accueille depuis une quinzaine d'années de manière très, très régulière. Ce webinaire accueille aujourd'hui 75 personnes inscrites de tous horizons, proches de la neige. Le ministère de l'Intérieur et de la Transition écologique, la DGPR, les missions de l'IGEDD et de l'IGA, l'Inspection générale de l'administration, les préfectures, des REAL, des DDT, et bien sûr les élus de montagne, les maires, qui ont la charge principale de cette protection face au risque d'avalanche en zone habitée. Alors, on va se dérouler de la manière suivante, en 4 modules. Le premier sera consacré à la nécessité d'avoir de bonnes cartes d'avalanche, bien évidemment. Le deuxième vous présentera les modalités de la responsabilité des maires, mais aussi de l'État. Le troisième module sera consacré aux mesures et moyens mis à disposition des élus pour se protéger et protéger leur population. Et le quatrième module concernera l'automate d'alerte. Nous aurons 4 orateurs principaux, qui sont moi-même en tant que lanceur de la séance et qui présentera la notion de la cartographie. Jean-Jacques Gauthier, directeur général de l'administration, et Joanna Leplenoy, mais on vous présentera la question de la responsabilité des élus sur le plan juridique. Robert Lunesi, président de Météoris, parlera des mesures et moyens mis à disposition existants. Et Laurie Perrier, directrice régionale de CEDU Télécom, vous présentera les notions de l'automate d'alerte. Alors, nous avons, au-delà de ces orateurs, nous avons aussi des intervenants. Ces intervenants sont déjà intervenus il y a 2 ans à un webinaire de même nature, et tout ce qu'ils avaient pu commenter sur les exposés principaux était parfaitement adapté à ce séminaire d'aujourd'hui. Donc, nous leur avons demandé de bien vouloir accepter d'être représentés ici par ce qu'ils avaient dit à l'époque et qui avaient donc été enregistrés. Je le cite dans l'ordre: Éric Fournier, maire de Chamonix et président de la CCVCMB, la communauté de communes de la vallée de Chamonix-Mont-Blanc; Jérémy Vallas, maire de Valorcine; Claude Jacot, adjoint à Chamonix et président de la commission de sécurité; Jean-Christophe Bech, guide de montagne; Philippe Gobert, adjoint aux Ouches, en charge des risques naturels; et Vanessa Tani, directrice des services techniques au Contamine Montjoie. Toutes ces personnes, orateurs et intervenants, ont donné du temps à votre service, au service des autres, donc au service du bien commun. Et je voudrais dès à présent les en remercier vivement pour le temps qu'ils y consacrent et les énergies qu'ils ont pu déployer, d'une part pour participer à ce webinaire en tant qu'orateur ou intervenant, et d'autre part dans le cadre de leur fonction de protection partout là où ils sont dans leur domaine d'activité propre. Alors, je vais commencer par présenter les RAP, dont je suis le président. Les RAP a été créé en 2005 à la suite du procès et de la condamnation de l'ancien maire de Chamonix. Elle compte aujourd'hui 232 membres, avec un bureau actif. Je souligne le dernier nom, Pierre-Étienne Denis, qui est l'ancien président de la FELVAC, la Fédération nationale des victimes d'accidents collectifs, et ancien président de l'association des victimes du tunnel du Mont-Blanc. Le tunnel du Mont-Blanc a brûlé, vous vous en souvenez, la même année que cette avalanche de Mont-Roch.
L'objectif de l'ERAP, il est unique, c'est que ne se renouvellent pas des drames du type Val d'Isère, Tignes, Maroc, Chamonix et autres. Et par autres, nous entendons depuis 1999 quelques petits miracles qui sont intervenus. Les avalanches étant tombées sur des bâtiments mais qui étaient vides parce que leurs habitants étaient partis travailler ou parce qu'ils étaient au sous-sol quand le bâtiment a été détruit. Bref. Mais vous allez en savoir plus en écoutant cette brève vidéo. L'avalanche de Montroc, 500 000 mètres cubes de neige sur l'équivalent de 8 terrains de football sur une hauteur moyenne de 5 mètres. Cette avalanche a détruit 17 chalets, donc 5 seulement étaient occupés, 12 victimes. À 2 jours près, date de début des vacances scolaires, il aurait pu y avoir une 50aine de victimes. Les RAP, l'Association pour l'information sur le risque d'avalanche en zone urbaine et leur prévention, a été créée par les parents de 3 de ces victimes, afin que n'arrive pas à d'autres ce qui leur est arrivé. Dans cette présentation, nous allons rentrer plus en détail sur les méthodes, moyens et outils nécessaires à un maire pour que ce genre de drame n'arrive pas dans sa commune. Ces méthodes sont maintenant développées dans certaines communes, à Chamonix notamment. Ils sont très largement utilisés en Suisse, en Autriche et en Allemagne, pays très exposés au risque d'avalanche. Pour être protégé, 3 conditions doivent être remplies. Une cartographie bien faite, les moyens d'alerter les personnes en danger et à quel moment déclencher l'alerte. Or, ce secteur présentait les 3 éléments d'un drame à venir. Une cartographie des avalanches mal faite, insuffisante. La plupart des chalets construits figuraient dans zone blanche. Deuxième élément, aucune alerte officielle n'a été signifiée aux résidents secondaires. Les résidents principaux ont, eux, été alertés par leurs amis ou voisins. Le maire avait dit sur la radio « Restez chez vous, j'ai la situation bien en main ». Troisième caractéristique, il n'y avait pas d'observation du risque d'avalanche. Certains habitants ont pu témoigner qu'ils avaient vu une corniche en altitude qui leur paraissait extrêmement dangereuse et qui les inquiétait. Bonjour à tous. Jean-Jacques Gauthier, directeur général de la FPCNT, donc l'Association française de la prévention des catastrophes naturelles et technologiques. L'association a maintenant 25 ans d'activité associative, elle représente plus de 150 membres actifs. Bien, merci. Alors, nous allons maintenant passer la parole à Éric Fournier pour introduire un petit peu cette réunion. Il a eu la gentillesse de rentrer dans cette démarche active depuis plusieurs années. Nous sommes évidemment ici à Chamonix et dans la vallée très concernés par l'analyse et la gestion de ce type de risque. Je me permets de remercier toutes celles et ceux qui y contribuent dans leur qualité respective. C'est toute une communauté qui se mobilise, les services de la collectivité, mais aussi tous les experts, tous les professionnels du terrain sur qui nous savons pouvoir compter. Je voudrais également dire quelques mots sur un tournant qui est pris depuis une dizaine ou une douzaine d'années et qui me semble particulièrement important, celui de l'innovation et de la technologie, à travers, au départ, en 2012 environ, la mise en place d'un automate d'alerte. Ça fait déjà quelques temps, on a l'impression que ça fait très longtemps, mais pour autant, cette innovation était très significative. Automate d'alerte dont nous souhaitons toujours réaliser des perfectionnements et nous sommes sensibles aux propositions, aux suggestions qui nous permettront d'y arriver. Et puis vous dire que je crois qu'on est sur un moment qui est aussi très important pour l'analyse de notre risque avalanche et de ce qui peut être fait sur tous les sites, ici, dans le massif du Mont-Blanc naturellement, mais je pense par extension sur l'ensemble des sites français, avec un meilleur suivi, avec des technologies type les webcams, type tous les systèmes en fait qui en temps réel nous permettent de mieux connaître ce qui se passe sur le terrain, toute une série également de technologies via des capteurs qu'on nous propose actuellement. Alors, ça vaut pour le risque avalanche, ça vaut également pour le risque hydraulique. On sait que
un certain nombre de propositions sont en train d'être développées avec des capteurs de type LoRa, par exemple, pour le risque hydrologique. Les déploiements qui se font sur tout le territoire communautaire d'un réseau de webcam et de surveillance qui nous permettra de compléter l'humain. L'humain est toujours essentiel, est toujours évidemment extrêmement important, et la technologie n'empêche pas d'avoir toujours recours à cette expertise humaine. C'est bien le complément de ces deux sources d'information et de ces deux manières d'analyser qui nous permettra, je l'espère, d'être le plus performant possible en termes à la fois d'analyse du risque et naturellement de gestion. Vous dire également que, évidemment, quand on parle de risque naturel, on est dans une possibilité, notamment au vu de l'époque de changement climatique que nous traversons, les conditions de nivologie notamment qui évoluent fortement dans nos massifs. Donc, je suis persuadé que ces journées d'échange, ces moments où chacun contribue à donner son expérience sont éminemment productifs pour nous permettre toujours de progresser et de faire en sorte que nous ayons élu, communauté montagnarde, la meilleure gestion du risque possible sur nos territoires. Merci, très bonne journée, très bon travail. Alors, nous allons maintenant poursuivre avec Monsieur Jérémy Vallas, qui va vous présenter en quelques mots merci de votre invitation. Merci surtout d'avoir organisé ce webinaire, séminaire Webic. Au moins, si ça peut être utile à des communes qui sont un peu éloignées et de profiter de l'expérience qui est mise au sein de la vallée de Chamonix pour ces structures, ces autres communes, c'est une bonne chose. Je dis souvent que l'ERAP, on l'apprécie autant qu'on la craint. On l'apprécie parce qu'elle sait nous rappeler nos responsabilités et elle sait nous aider aussi quand on en a besoin, mais on la craint parce qu'elle sait aussi nous mettre le nez dedans quand on doit tenir nos responsabilités. Et c'est une chose qui est très fragile dans le linéaire, c'est-à-dire que le fil, il faut le tenir, il faut garder un lien, il faut pouvoir travailler ensemble et il faut pouvoir à la fois en tant qu'élu assumer ces petites fragilités par rapport à ça et à la fois vous faites partie des rares associations qui savent dire merci aussi et c'est important. Dire que voilà, on nous dit souvent que le réchauffement climatique fait partir les avalanches, qu'il y a moins de neige qu'avant, etc., mais on voit aussi que les phénomènes climatiques sont de plus en plus intenses et qu'on n'est pas à l'abri à droite ou à gauche d'une chute de neige incroyable ou d'une situation qu'on n'arriverait plus à maîtriser. Donc le lien entre les sachants, les anciens qui étaient des sachants et les nouvelles technologies qui nous permettent d'analyser un petit peu mieux le territoire. Bref, c'est un mix de tout sur une science qui est plus que toutes les autres inexacte et qu'il va falloir gérer en bonne coordination avec tous et dans un territoire qui est bien souvent en montagne fragile. et de ces mots aimables et précis et qui invitent à aller de l'avant. Alors, les avalanches, est-ce que c'est une histoire ancienne? Il ne semble pas tout à fait que ce soit le cas. Je reprends les quelques termes de Monsieur Benjamin Énorme, qui est l'ancien directeur général du pôle alpin risque naturel, le PARN, qui disait il y a quelques années, aujourd'hui, l'interrogation sur les impacts du changement climatique, avec en particulier l'augmentation des événements extrêmes, est une préoccupation partagée par l'ensemble des territoires alpins. Voilà. Alors, on entend souvent dire qu'il n'y a plus de neige et que tout va bien, plus de risques. S'il y a moins de neige en basse altitude, il y en a plus en haute altitude. Et les avalanches viennent d'en haut. Alors, pour rentrer un peu plus dans cette compréhension de ce qu'est une avalanche exceptionnelle, voilà le site de Montroc, deux jours après le drame de 99. Voilà les 17 chalets, ce qui restait de quelques-uns d'entre eux, ceux qu'on avait commencé à retrouver. Et puis pour aller encore un petit peu plus loin, pour prendre la mesure de ce qu'est une avalanche, celle de Montroc a été estimée, selon le spécialiste, entre 300 000 et 500 000 mètres cubes. Bon, on a repris l'hypothèse de 300 000 mètres cubes. Mais sachant qu'un mètre cube de glace, de neige accumulée pèse entre 250 et 700 kg, en prenant un poids moyen du mètre cube de 350 kg, on arrive à 105 000 tonnes.
105 000 tonnes, c'est le poids de 1300 Airbus 321 Neo, ceux qui parcourent l'Europe, les monocouloirs, ou 350 Airbus, les gros qui vous emmènent à Pékin, sans escale, ou 10 tours Eiffel. Donc vous mesurez un peu sur quelques terrains de football ce que représente cette accumulation et le peu de chance que peuvent avoir de résister des bâtiments même les plus solides. Et pour aller encore un peu plus loin, voilà une reconstitution par la BBC de l'avalanche de Galtur. L'avalanche qui est tombée quelques jours après celle de Maroc en Autriche et qui a fait 34 morts dans le village de Galtur. Um 4 Uhr brach die Schicht. Die Geschwindigkeit betrug mehr als 300 Stundenkilometer. Voilà, alors les avalanches ne tombent pas que sur les bâtiments, elles tombent aussi sur les routes. On a une photo qui nous a prêté le pôle alpin Rhône-Alpes. On a une autre photo. Alors vous imaginez l'état de la voiture qui est prise dans une avalanche comme celle-là. Donc, vous voyez bien qu'il s'agit d'enjeux qui sont à la fois réels, sérieux et urgents, qui amènent à des questions et qui demandent des réponses. C'est ce à quoi s'emploient l'ERAP, la FPCNT et tous ceux qui interviennent à ce webinaire, dont la préoccupation est effectivement de répondre aux questions qui se posent. Pour éviter de nouveaux drames, je le répète, il faut d'abord de bonnes cartes. Deuxièmement, il faut savoir quand alerter. Et troisièmement, comment alerter. C'est l'objet même de ce webinaire. Alors, le retour d'expérience de l'avalanche de Maroc en 2001 a débouché sur un guide méthodologique avalanche rédigé par l'ensemble des sachants de France à l'époque, une trentaine de personnes, des différents ministères, de la DGPR, des responsables risques de Chamonix, de Val d'Isère, du CEMAGREF à l'époque, maintenant l'INRAE, du RTM, et tous ceux qui avaient de près ou de loin de réelles compétences, des bureaux d'études, de réelles compétences dans ce domaine-là. Leur recommandation était de dire, prenez en compte les avalanches rares les plus dangereuses, celles qu'on ne regarde pas en France, elles ne sont pas cartographiées, et qu'on n'a pas vues depuis 100 ans. Et on va aller jusqu'à 300 ans. Alors, c'est une idée qui provenait des pays d'Europe, que tous les pays d'Europe, depuis d'autres pays d'Europe, depuis des décennies, avaient repris ce critère de l'avalanche au-delà de 100 ans. Bon, la France a mis un peu de temps à s'y mettre, et la notion, c'est d'abord appelé la notion de zone jaune. Petit à petit, on l'a appelée zone aléa de référence exceptionnelle, c'est beaucoup moins clair, mais voilà, c'est le terme officiel maintenant, l'ARE, aléa de référence exceptionnelle. Alors, cet aléa de référence exceptionnelle a vocation à être cartographié, soit à travers un plan de prévention des risques d'avalanche. Ce document-là, ce guide méthodologique, a été signé par le ministre en 2015, donc 14 ans après sa rédaction, 14 ans. Et puis en 2019, à la suite d'ailleurs de demandes insistantes de l'ERAP pour les VPR et pour le PAC, a été officialisé le fait qu'il était sage et urgent de cartographier ces couloirs d'avalanche exceptionnelle à travers des PAC. Un PAC, c'est un porté à connaissance qui permet, dans un PPRA, de ne valider qu'un seul couloir, celui qui est à modifier,
c'est rapide et ça coûte pas cher. Donc des qualités qui pour la France sont assez importantes. Alors ceux qui sont chargés de mettre en œuvre ces PPRA et ces PAC, ce sont à travers les préfectures, les DDT, d'abord ensuite par le RTM, et le RTM ne s'est plus confier ses missions parce que débordé et pas forcément toujours au fait des choses, mais les bureaux d'études privés qui sont donc missionnés directement maintenant par les DDT. Alors, ces zones d'aléas de référence exceptionnelle ont une particularité, c'est qu'elles laissent les terrains libres de construction sans aucune particularité de façade à protéger, de toiture à faire d'une certaine manière, à deux seules petites exceptions qui justifient l'introduction de ces zones ARE dans les cartes réglementaires des PPR, c'est spécifié dans le guide méthodologique. Ces deux exceptions sont le confinement des hôtels, lorsqu'ils sont construits, c'est très rare maintenant de construire des hôtels, et les bâtiments techniques publics. On peut concevoir effectivement qu'on ne va pas mettre un bâtiment hébergeant, par exemple, des chasse-neige dans une zone d'avalanche. Bon, voilà. Donc ça, tous les terrains sont complètement libres. Ils ne devraient pas inquiéter les propriétaires de terrain ou les communes qui représentent ces propriétaires. Alors, l'identification de ces zones d'avalanche a été faite à la demande de l'État par l'INRAE. Ces avalanches, ces sites-là ont été appelés les sites sensibles aux avalanches en zone habitée, SSAH, et classés en trois catégories, les sites forts, les SSAH forts, les douteux ou les faibles. L'ERAP a décidé de ne s'intéresser qu'aux forts ou aux douteux, les faibles étant relevant d'un avalanche centenale déjà cartographiée en principe. Cet inventaire a été publié en 2010, il a commencé en 2004 et il a été publié en 2010. La méthodologie a été établie par le CEMAGREF de l'INRAE, par François Rapin, qu'on a bien connu, quelqu'un de très, très compétent, qui a imaginé la manière dont devait être petit à petit construite cette base de données en analysant couloir par couloir les secteurs qui semblaient susceptibles d'accueillir une zone d'avalanche exceptionnelle. La mise en place a été faite par l'INRAE et le RTM, et tout ça a été disponible en 2010. Alors depuis, les choses ont un petit peu changé et certaines communes ont pu voir se modifier devraient voir se modifier leur carte d'avalanche potentielle, puisque les enjeux ont augmenté dans certaines communes par des constructions nouvelles qui n'étaient pas à l'époque existantes en 2010, mais depuis, il y a eu des zones, des grandes stations qui ont construit des tas de résidences, des immeubles, des groupes de chalets dans des secteurs qui n'ont pu être classés à l'époque en SSH puisqu'ils n'étaient pas construits. Donc, si on regarde le total de ces couloirs d'avalanche, on s'aperçoit qu'il en manque peut-être quelques-uns. Mais ils ne sont pas très nombreux malgré tout. Alors, toutes ces SSH sont disponibles, parfaitement lisibles, sur le site de l'INRAE, www.avalanche.fr. Voilà comment ça se présente. Vous aurez des beaux, superbes tableaux colorés. Là, c'est un premier tableau qui reprend par département. Il y a 12 départements concernés, les différents nombres de sites par commune, par département, les forts, les douteux, les faibles. Vous avez un autre tableau là, qui donne par commune le nom des couloirs d'avalanche. Donc, un maire qui n'a pas encore la bonne carte sait quand même qu'il y a des couloirs dangereux chez lui. Donc, il ne peut pas se dégager de toute responsabilité en disant l'État n'a pas fait son travail de cartographie. Avec Bourg-Saint-Maurice, il y a 2 SSH forts et 2 douteux. Alors, au total, il y a 189 communes dans les 12 départements de montagne qui ont des SSH forts ou douteux. Aujourd'hui, elles sont 77 parce qu'il y a eu un certain nombre de fusions de communes. Ce qui représente 648 secteurs d'avalanche à étudier, un peu plus, parce que je vous disais qu'il y a eu des constructions nouvelles dans des secteurs à l'époque qui étaient vierges de construction, toujours dans les 12 départements de montagne. Alors aujourd'hui, où est-ce qu'on en est? Donc en 2015, 10 ans après la publication du guide méthodologique et 24 ans après la rédaction de ce guide méthodologique,
il y a 33 communes dont les cartes sont à jour. C'est affligeant. 33 communes. 136 communes ont des cartes à refaire, donc 40 sont en cours. Et pour 91 d'entre elles, rien n'a été entamé. Ces tableaux-là sont le comparatif de ce qui est fait année après année. Depuis pendant 10 ans, les RAP se chargeaient directement avec les DDT de suivre l'évolution de ces cartographies. Et puis, depuis 3 ans, à notre demande, la DGPR a admis le principe que ce soit à elle de faire ce travail-là. Donc, on a pris le comparable de la DGPR et la Direction générale de la prévention des risques du ministère de la Transition écologique, 2024 par rapport à 2025. Bon. Alors, en un an, il y a eu 4 PPR de plus à jour, 5 de plus ont été lancés en révision, et toujours 91 pour lesquels rien n'est en cours. On ne peut que souligner la lourde responsabilité des préfets qui ont la charge de prescrire les PPR, que ce soit à travers des portées à connaissance ou des plans de prévention des risques avalants. Alors, cette lourde responsabilité dans l'établissement des cartes, dans le suivi de la mise en œuvre, de la mise en œuvre des DDT, elle s'illustre déjà dans le portée à connaissance, mesure facile décidée en 2009 par la DGPR, qui demandait à l'époque que la priorisation de ces mises en œuvre soit faite sous 6 mois et qu'il y ait un taux de couverture des PAC réalisés en 2021 à 95%. On est en 2025. Et quelques PAC seulement ont été réalisés. Alors, quelles sont les explications à nos yeux? Le manque d'expérience. C'est évident qu'un préfet qui vient du Pas-de-Calais, s'il ne skie pas, débarque quelque chose dans un domaine qui n'est pas forcément son domaine de compétence premier. Bon. Mais il est là pour apprendre et d'autre part, il est conseillé. Manque de temps. C'est vrai que toutes les personnes qu'on a pu rencontrer, des préfets qu'on a vus de nombreuses fois, notamment en Savoie à l'époque, ou des DDT ou des réals, manque de temps. C'est le lot de toute personne qui travaille en France. C'est particulièrement vrai dans le milieu de l'administration territoriale, départementale. Mal conseillé. Alors, vous voyez, on a mis 4 petits points. C'est vrai que c'est pour nous le point principal. Mal conseillé d'abord à l'époque par des associations d'élus, mal conseillé en ce moment par des conseillers montagne directement attachés à certains préfets, notamment Savoie, et qui sont farouchement opposés au développement de ces zones d'aléas exceptionnels. Voilà, on ne va pas citer de nom, on n'est pas là pour ça. Et tout ça dans un milieu où, jusqu'à l'année dernière, il fallait se heurter aux grandes associations d'élus, qui étaient l'ANEM, 250 députés sénateurs et 4500 membres, et puis l'ANMSM, l'Association nationale des maires des stations de montagne. Depuis 8 mois maintenant, grâce au député Xavier Roseren, vice-président de l'ANEM, l'ANEM est rentrée dans une démarche qui reconnaît les zones d'aléas exceptionnels. Et nous en sommes très heureux. Et nous remercions infiniment ce mouvement maintenant, qui est un changement important depuis les déclarations à l'époque des présidents Sadier, ancien ministre, ancien président de l'ANEM, ancien député de Chamonix à l'époque du drame, qui peut expliquer des choses, de M. Wauquiez aussi, qui était très opposé à ces mesures-là en 2015 lors de la publication du guide méthodologique. Et puis le fait de ne pas se heurter à certains élus puissants, voilà, c'est bien ça. Ça évolue et nous sommes très heureux de ces pas dans le bon sens. Alors, mais je voudrais souligner aussi la lourde responsabilité des maires que vous êtes, qui nous entendez pour certains. Manque d'expérience depuis 6 ans, mais parfois 12 ou 18. Voilà, il y a des choses à prendre en compte. Mal conseillé par vos associations, je viens d'en parler, mais les choses évoluent aussi. Maintenant, l'ANEM a transmis récemment dans son mensuel pour la montagne une page d'information disant que, messieurs les maires, vous êtes responsables de la mise en place de l'aléa de référence exceptionnelle. Pas prioritaire par manque de temps, mais la vie des personnes, c'est important, messieurs les maires, bien sûr, vous le savez. Opposition de principe, on l'a vu, on en voit encore certains qui disent non, pas question, moi dans ma commune, que je vois ça. Alors, il y a des intérêts touristiques qui priment, bien sûr.
Des intérêts particuliers, non, bah, je ne pense pas. La France n'est pas une république bananière, n'est-ce pas? Alors, on reprend un exemple plus précis dans le cadre des JO de 2030, puisque c'est un élément pour nous qui nous préoccupe, hein, comme doivent être préoccupés tous les gens qui participent à cet effort des JO. Je prends l'exemple d'une commune très active pour les futurs JO, la Plagne tarentaise, qui a 3 SSH forts et 2 douteux. Donc, c'est-à-dire qu'il y a des vrais risques. Sans compter que dans la Plagne, on a construit, il y a des enjeux qui ont été augmentés depuis 2010, puisqu'on a beaucoup construit dans ce secteur-là. La Plagne va accueillir le bobsleigh, la luge, le skeleton et un village olympique. Et on n'a toujours aucune information là-dessus, de prescription, de quoi que ce soit, de nouvelles cartes à travers un PPRA ou à porter à connaissance par le préfet. Alors, on est sidérés. J'espère que vous l'êtes aussi, et que les membres des organisations qui s'occupent des JO et qui sont présents à ce webinaire aujourd'hui vont pouvoir prendre ce sujet à bras-le-corps. C'est ce que nous leur demandons depuis 18 mois, et nous commençons à avoir des réactions effectivement positives dans ce domaine-là, tant du côté du CIO que du COJOP que du DIJOP. Alors, pour ces JO de 2030, j'insiste un petit peu là-dessus, sur les 4 départements concernés, 2 aujourd'hui n'ont quasiment rien fait. La Haute-Savoie et les Alpes-Maritimes sont à jour. Bravo, merci. Et merci pour tous ceux qui vont aller là-bas. Hein. Par contre, les Hautes-Alpes et la Savoie, on est au stade quasiment zéro de l'avancée dans ce domaine-là. Alors, qu'est-ce qui reste comme solution à l'ERAP, pauvre association qui, depuis 20 ans, lutte pour promouvoir ces changements de comportement, ces changements de prise en compte de la culture de risque? Eh ben, c'est l'idée de reprendre le name and shame. Alors, elle ne vient pas de nous, elle vient du ministère des Finances, qui, l'année dernière, a décidé d'afficher d'une manière très publique les entreprises qui ne respectaient pas des normes normales de règlement de leurs fournisseurs, par exemple, dans les 6 semaines ou 8 semaines, je ne sais pas quel délai, et que ça mettait en péril des petites entreprises qui étaient très peu puissantes face à des grosses qui les faisaient mariner. Bon, et puis, lorsqu'elles n'envoyaient pas, ou lorsqu'elles ne respectaient pas des règles salariales, ou des choses comme ça. Bon, name and shame. On nomme pour faire honte. Voilà. Alors, c'est ce que fait effectivement, d'une manière assez régulière, mais pas par plaisir, les RAP, en disant, ben voilà, vous ne faites pas ce que vous devez faire, monsieur le préfet, vous ne faites pas ce que vous devez faire, monsieur le maire. Ça ne plaît pas forcément, mais ça agite un petit peu les esprits, et finalement, c'est quelque chose qui a son petit côté positif, comme le pensait le ministre des Finances à l'époque. Alors, je reviens sur l'exemple de Montroc. Les cartes de 99 étaient pas regardées, car peu lisibles, indépendamment du fait qu'elles étaient inexactes. En 2007, l'ERAP a contesté le premier projet de PPR Avalanche, celui qui avait été prescrit en 2001, aidé en ça par Richard Lambert, qui était le président d'un bureau d'études et Sierra Neve, et qui avait été, en tant qu'expert à la Cour de cassation, choisi comme l'expert du procès au tribunal du procès du maire de Chamonix à l'époque. Bon. Et qui avait contesté, nous avait aidé à contester 48 couloirs des 117 qui figuraient dans ce nouveau projet de PPR de 2007. En disant, c'est pas possible, non, c'est pas possible. Donc, ça a débouché sur un nouveau PPR confié à une équipe de 4 experts internationaux, BBCM, dont Robert Bolognesi, ici présent, était le chef de file, avec M. Burkhardt, M. Seriani, M. Meff, qui ont confirmé les réflexions de M. Lambert. Et puis, c'est en 2015 que ce PPRA a été signé, c'est-à-dire 14 ans après la prescription de 2001. Alors, vous voyez que les JO sont en 2030, il y a 130 communes aujourd'hui qui n'ont toujours pas de PPR et qui restent 4 ans. Bon, donc je vous laisse faire un petit calcul pour savoir où on en sera dans 4 ans. Alors,
la lisibilité des cartes, ça c'est pour l'existence des cartes. On va parler un petit peu maintenant de la lisibilité des cartes. C'est bien d'avoir, on a vu que Monroc, les cartes étaient inexactes et qu'elles étaient d'abord illisibles ou très peu lisibles, donc les gens ne les regardaient pas. Alors, ce nouveau PPR de Chamonix fait des cartes réglementaires sur lesquelles apparaît très clairement, très visiblement, et on en est extrêmement heureux, les zones d'aléas diverses. Alors, il y a la zone rouge, bien sûr, la zone bleue, celle où on peut construire, mais avec des restrictions de constructibilité, et puis la zone d'aléas de référence exceptionnelle, qui a liberté de construire, sauf pour les confinements d'hôtels et puis les bâtiments publics, et vous voyez qui est aussi très visible. Et on voit très bien, lorsqu'on regarde cette carte, n'importe quelle personne normalement constituée peut voir où se trouve le bâtiment dans lequel il est, savoir confirmer lui-même qu'il est en zone d'aléa exceptionnelle, et la mairie, lorsqu'elle consulte ces cartes, peut aller de l'avant en disant attention, voilà, il faut prévenir ces gens-là. Sauf que, et voilà le support qui est utilisé dans la mairie de Chamonix, M. Jacot tout à l'heure vous le remontrera. Alors ça, c'est une carte ISA 2000, mais qui est une carte d'aléa, donc pas une carte réglementaire. Bon, logiquement, c'est réglementaire, mais ils ont commencé à faire ces cartes-là avant 2015, donc on leur pardonne tout à fait d'avoir des cartes, elles existent, et bravo aux Alpes-Maritimes d'avoir fait, et au préfet, d'avoir fait le job avant même qu'il soit rendu obligatoire en 2015. Donc la demande de l'ERAP très précise aujourd'hui, c'est de faire des cartes au 5 millième monorisque, avec modèle Chamonix qui est visible. Et par opposition, ne pas faire ce que fait depuis 2 ans certaines préfectures, dont celle de la Savoie, avec Bourdoisan, qui montre une carte réglementaire, mais en mélangeant sur la même carte les avalanches, les inondations et les avalanches exceptionnelles, ce qui a abouti à cette absurdité de montrer que l'avalanche exceptionnelle est en zone bleue, c'est-à-dire en zone à règles constructives particulières, alors qu'elle devrait se situer dans la zone assurée, vous voyez. Donc les gens ne pourront rien comprendre, les particuliers, pas plus que les gens de la mairie qui se diront j'ai un risque d'avalanche exceptionnelle, où est-ce qu'il est, vous voyez. Donc on se bat depuis 2 ans au rythme d'un rendez-vous tous les 3 mois à peu près avec la DGPR pour revenir à la bonne règle du guide liturgique de 2015 qui débouchait sur les belles cartes que l'on a aujourd'hui à Chamonix et dans d'autres communes. Voilà la carte de Baudin. Alors ils mettent l'aléa de référence exceptionnelle sur la carte d'aléa, ce qui est pas logique compte tenu des règles du guide liturgique. Alors, un petit retour en arrière sur les JO de 2030. On vous a dit ce qui était en cours dans les Hautes-Alpes, 3 PPR en cours sur 21. Il y en a 2 de faits. En Savoie, il y en a 6 en cours sur 34 et 3 de faits. Bon, donc, une vraie interrogation sur la crédibilité de la sécurité de ces JO en 2030 dans ces départements. La DGPR dit que ce n'est pas mon rôle de veiller à l'application. Nous faisons les règles, et l'intérieur dit c'est au préfet à faire l'application, mais quand les préfets ne font pas, eh ben, qu'est-ce qui se passe? Ah ben on les sanctionnera, mais c'est plus de la prévention, c'est de la sanction. Nous cherchons à ce que le travail soit fait pour prévenir. C'est le rôle de la FCNT et c'est notre rôle à nous aussi. Donc des doutes et puis un espoir quand même, c'est la mobilisation qu'on a pu sentir en rencontrant récemment la sous-direction de la préparation, de l'anticipation et de la gestion des crises à la DGSCGC, ministère de l'Intérieur, où des personnes dynamiques semblent avoir pris conscience du besoin d'une énergie qu'ils ont à mettre en œuvre pour cette cause-là, du COJOP, du DIJOP et de l'IGA et de l'IGEDD. Alors, l'IGA et l'IGEDD a été missionné en juin 2024 sur 3 thèmes, dont 2 étaient à notre demande. Les JO 2030 arrivent et la sécurisation est à faire, premier sujet de la mission. Deuxième sujet de la mission, la lisibilité des cartes d'avalanche. Bon, la troisième mission, les conséquences du réchauffement climatique, on voit ça partout maintenant. Mais cette étude a été réalisée à partir du 3e trimestre 2025
et a été remise en avril 24, pardon, et a été remise en avril 2025, mais n'est toujours pas publiée. Du fait de pas mal de changements politiques, le responsable, le chef du cabinet des ministres successifs doivent en principe relire ça, ce qui est la grande délégation qui existe en France et qui fait que nous marchons si bien, mais nous essayons d'activer la publication de cette étude pour qu'elle serve à quelque chose. Voilà, alors, voilà la question de la divisée des cartes, voilà la question de la nécessité de la cartographie qui soit faite, et on va demander maintenant à monsieur Jacot, pardon, de bien vous dire comment ça se passe à Chamonix, puisqu'ils ont des bonnes cartes, qui sont soumises aux avalanches exceptionnelles lourdement, et que donc... Et ensuite, s'il y a quelques diapos qui arrivent, je rentrerai dans les détails. Bon, si en attendant, pour vous dire que la commission de sécurité, lorsqu'elle s'est réunie à Chamonix, donc il y a une commission de sécurité de début de saison dite plénière avec quasiment une centaine de personnes présentes où quelque part on met en place les repères et les actions à conduire le cas échéant. Et puis après, on se réunit en commission restreinte si les conditions l'exigent. Alors, en attendant que les images arrivent, vous dire également que les cartes réglementaires du plan de prévision d'avalanche et les extensions des zones d'aléas maximum sont des documents qui sont statiques, entre guillemets, c'est-à-dire que c'est une compilation de l'histoire des avalanches en un lieu donné qui donne les extensions observées au cours des années qui sont renseignées. Alors, pourquoi je dis un document statique? Parce que pour qu'une avalanche puisse aller à telle ou telle distance, ou très loin, ou exceptionnellement avec une extension très, très importante, il faut que les conditions soient réunies dans la zone de départ. Lorsque nous en arrivons à étudier les cartes, ça veut dire que nous sommes sur le point de prendre des décisions de confinement ou d'évacuation. Et c'est à ce moment-là qu'elles nous sont utiles, puisqu'on arrive à traiter secteur par secteur. En général, la commission de sécurité fait d'abord une approche globale sur la situation de risque. Et ensuite, on prend des décisions secteur par secteur, le cas échéant. Sur Chamonix, ça peut se faire par exemple en commençant par le col des Montées, puis en déroulant l'ensemble de la vallée. Et je rappelle que lorsque la commission est réunie, monsieur le maire de Valorcine et madame la maire d'Ezouch sont invités, non pas pour prendre les décisions qui s'attachent à Chamonix, mais pour prendre les informations partagées, puisque nous avons, nous le verrons après, un système d'observation qui est étendu à l'ensemble de la vallée et c'est assez facile à comprendre. Donc pour les cartes, c'est lorsqu'on en arrive à des décisions confinement ou évacuation, on regarde zone par zone, bâtiment par bâtiment, si nécessaire. Merci, M. Jacot. Je passe la parole maintenant à M. Vallas, qui est maire de Valorcine. Monsieur Vallas, vous aviez des anciennes cartes d'avalanche. Vous en avez des nouvelles maintenant dans le cadre d'un PPR mis à jour. Comment est-ce que s'est fait l'interaction entre les deux, la mémoire d'une part, le savoir des anciens, et puis les documents nouveaux, comment ça s'est passé tout ça? Déjà, la réalisation des nouvelles cartes, c'est déjà un travail fastidieux parce qu'on avait la chance à Valorcine d'avoir des cartes qui avaient été, c'est des cartes qu'on appelle la carte des anciens. Donc les Anciens, dans les années 50, 60, on ne sait pas trop, mais ils avaient réalisé des cartes eux-mêmes parce qu'à l'époque, la population était un peu pauvre quand même. Et donc ils se disaient, si on doit construire un bâtiment, on va faire en sorte de ne pas le construire là où il va être détruit. Et donc on avait ces cartes des Anciens, on avait cette historique des Anciens, et puis on avait encore quelques Anciens vivants sur le territoire qui nous ont permis de faire une analyse des connaissances. Après, on s'est confronté, et je dis confronté parce que je pense que c'est le terme, avec l'analyse de l'ingénieur qui était venu sur site, qui avait vu des avalanches, qui avait vu le terrain, qui avait visité le terrain et qui nous donnait des informations qui étaient assez surprenantes, avec certaines avalanches que moi je nommais comme des avalanches d'Hollywood, c'est-à-dire que des avalanches qui sont tellement grosses qu'on ne peut pas les imaginer réelles.
Et donc, on a confronté toutes ces analyses, et puis après, on est arrivé sur des cartes, et surtout, le fait de faire les cartes nous a amené à tous les élus qui étaient autour de la table, des connaissances et un partage de connaissances qui émanaient de tous ces documents. Aujourd'hui, on a des cartes, mais c'est surtout que en fait, les personnes qui ont fait ces cartes, que ce soit des élus ou des services, on les a en tête vu qu'on a travaillé dessus. Et on sait imaginer quelle zone est à risque, quelle zone n'est pas à risque. Et on s'en sert quand on en a besoin. Aujourd'hui, on peut dire que le principal acteur, c'est cet outil magnifique, parce qu'il nous permet de contacter les personnes quand on a besoin, d'avoir les informations quand on a besoin, que ce soit un gardien de refuge qui est sur site, ou que ce soit une personne qui fait le déneigement, qui voit le terrain, ou les dameurs des domaines skiables. Enfin bon, on utilise les cartes quand... Moi, ça m'est jamais arrivé de ressortir la carte aujourd'hui pour voir la situation, mais on sait très bien que si on doit la sortir, on mixera les cartes avec les informations météo, parce que la carte ne témoigne pas forcément de la situation actuelle. La carte peut dire l'avalanche peut arriver jusque-là, mais est-ce que ça veut dire que l'avalanche arrive jusque-là quand la neige est à 1000 mètres d'altitude ou quand la neige est à 1800 mètres d'altitude? Et on n'a pas le même mouvement de neige sur une neige lourde, sur une neige légère, on n'a pas les mêmes phénomènes et les mêmes cartes. Donc la carte extrême, on la regardera et on prendra peur le jour où on aura des conditions comme il y a eu aux États-Unis l'an dernier, des mètres et des mètres de neige, et là on ne maîtrise plus rien, et donc on regardera les cartes et on l'évacuera au maximum. Mais on est plus dans l'analyse précise du terrain et des conditions de neige pour essayer d'être dans le plus juste. On s'est rendu compte en fait qu'avec la lecture des cartes à proprement parler, on nous amène à prendre des décisions qui sont des décisions la fois qui sont un peu éloignées du bon sens. On se dit, il y a eu tant de neige, on est en risque 5. Le risque 5 est généralisé et on voit des différences de neige à la même altitude d'un côté ou de l'autre d'un versant de col. Et d'un côté, il neige, de l'autre côté, il pleut. Et donc, on voit que les phénomènes climatiques sont différents. Et donc, on ne peut pas se dire le risque 5 concerne Valorcine forcément. Des fois, on a des vallées qui sont en risque 5 les deux, mais le risque n'est pas le même. Et donc, il faut toujours avoir une analyse précise de la situation. Parce que sinon, au bout d'un moment, on va dire aux gens, vous évacuez. Et puis, on va redire aux gens 15 jours plus tard, vous évacuez. Et puis, au bout d'un moment, les gens ils vont nous dire, vous êtes bien rigolo, mais nous, on ne vous écoute plus. Donc, on essaye d'informer les gens sur le juste risque en espérant, c'est toujours pareil, ne pas se tromper et en ayant tous les outils pour essayer de répondre. Effectivement, comme vous le disiez, le préfet fait faire la carte. Mais après, quand la situation arrive, le préfet est à Annecy, en ce qui concerne Valorcine, et nous, on est là-haut, et il faut qu'on gère avec la carte qui a été faite par la préfecture. Donc, il nous donne des infos, mais qui délimite la responsabilité aussi. Bien, merci, monsieur le maire. Ceci clôt la première partie de ce webinaire consacré au risque d'avalanche en secteur habité. Il a traité de la responsabilité de l'État face à l'absence de cartographie des secteurs dangereux dans un nombre conséquent de communes, principalement en Savoie, dans l'Isère et les Hautes-Alpes. Les cartographies, nous le rappelons, sont pourtant impératives depuis 2015. La proximité des Jeux Olympiques de 2030 rend cette question d'autant plus inquiétante. Le module suivant traitera des moyens et mesures disponibles pour les maires de manière à leur permettre de savoir comment identifier au mieux un déclenchement possible d'avalanche afin d'alerter la population en temps utile.